7h48, Sonia De Villers, vos invités ce matin sont les enfants de Narges Mohammadi, prix Nobel de la paix. Ils ont 17 ans, ils sont réfugiés à Paris, à 5000 km de leur mère, prisonnière politique en Iran. En décembre, c'est eux qui sont allés à Oslo recevoir le Nobel à sa place. Ils ont lu un discours qu'elle avait réussi à faire sortir de sa cellule. Et là, vous trouverez en librairie une enquête témoignage édifiante, intitulée Torture blanche, parue chez Albin Michel. Narges Mohammadi documente le pire des sévices infligés par le régime aux femmes qui osent s'opposer, une torture qui ne laisse pas de traces. Kiana et Ali Rahmani, bonjour à tous les deux. Bonjour. Voilà, bonjour, je précise que vous êtes jumeaux. Approchez-vous de votre micro, Kiana. Voilà, rien décidément ne fera taire votre mère, même pas son enfermement. Donc c'est encore un texte qu'elle a réussi à faire sortir de sa prison. Et pourtant, le prix Nobel n'a fait qu'aggraver ses conditions de détention. Qu'est-ce que ça a changé concrètement pour elle, au quotidien? Ali. Alors, faut savoir que ma mère maintenant, aujourd'hui, est quand même très très isolée. D'ailleurs, c'est complètement normal. Ses geôliers, ses bourreaux essayent de vraiment la faire taire. C'est une stratégie que le gouvernement islamique fait très très souvent subir aux prisonniers et prisonnières politiques iraniennes. Aujourd'hui, ma mère, elle représente quand même un symbole. Pas forcément pour toutes les Iraniens, mais quand même pour une petite partie. C'est quelqu'un qui a fait en sorte que la prison d'Evin soit un lieu de protestation, quelque chose qui est quand même incroyable. Je vous rappelle que la prison d'Evin, c'est quand même l'endroit où on fait taire des prisonniers politiques iraniens et iraniennes. Et ma mère aujourd'hui, avec ses coéquipiers, dans un premier temps, et avec ses coéquipières, ses co-détenus, elle a fait en sorte que cet endroit-là devient un lieu de résistance. Ouais. Sauf que plus ça va, plus on la coupe de l'extérieur. Elle a plus le droit de téléphoner, par exemple, votre mère. Oui, ça fait 2 ans qu'on peut plus l'appeler et on n'a plus contact directement avec elle. On a eu des contacts, mais indirectement, c'est-à-dire elle peut appeler 2 numéros, ce sont ceux de personnes qui vivent en Iran, et on avait des contacts indirectement, mais des nouvelles d'elle grâce à eux. Mais maintenant, depuis 2 mois, tout contact a été coupé, plus de visites, plus d'appels, plus rien. Depuis 5 mois. Depuis 5 mois. Depuis 5 mois, en fait, depuis l'annonce du Nobel, Exactement. Ou quasiment. Non, plus de visites non plus? Non, Exactement, plus de visites, oui. tout est coupé. Tout est pour l'isoler et la faire taire. Justement, c'est la stratégie qu'ils ont adoptée contre ma mère, et d'ailleurs pas que ma mère, également d'autres prisonnières politiques. C'est ça, je vais expliquer. La torture blanche, Narges Mohammadi, votre maman, elle raconte sa propre expérience dans le début du livre, et ensuite elle interroge ses coéquipières. C'est joli, Ali, coéquipières. C'est mieux que co-détenues, vous avez raison, parce qu'on sent qu'il y a une vraie solidarité. Elles forment une équipe ensemble. Elles étaient 60 dans la grande Section cellule. 209. Voilà, où elle était retenue, et les unes après les autres, elle raconte ses mises à l'isolement. Et Narges Mohammadi, elle dit la mise à l'isolement, c'est la mère de toutes les tortures en Iran. Parce que l'isolement, ça fait craquer psychologiquement, Exactement. Ali. En fait, justement, la torture blanche, c'est justement, comme vous avez dit, que parler de l'isolement. L'isolement fait en sorte que la personne, le prisonnier politique iranien, craque, qu'il fasse des aveux qu'il n'a pas envie de faire, qu'il n'a même pas commis. Ça peut être des prisonniers politiques iraniens, et parfois ça peut même être des personnes qui n'ont strictement rien fait, qui se sont juste trouvés dans le jeu que le CEPA, que les gardiens de la révolution ont créé de toutes pièces. Ces personnes-là vont se trouver dans ce jeu, vont être accusés d'espions, de tueurs, etc. Et ils peuvent être exécutés, ils peuvent être torturés, et des choses complètement terribles. Et ma mère, justement, dans cette livre-là, elle essaie de dénoncer cela. C'est ça. Que la torture blanche, la torture invisible, parce qu'il ne laisse pas de traces, mais qui est quand même bien présent, doit être abolie, et elle continuera jusqu'à la fin. Alors, Kiana, comment ils sortent de cette prison, ces écrits, ces lettres qui sont publiées dans le monde entier, ce livre qui paraît là aujourd'hui chez Albin Alors, Michel? je pense que si je vous donnais les tuyaux, ma mère aurait une grosse peine. Je peux pas dire exactement comment elle les fait sortir, parce que c'est confidentiel, et surtout je ne suis pas au courant, parce que très peu de personnes sont au courant. Elle et je pense quelques personnes, mais en tout cas tout ce qu'on sait, c'est qu'elle réussit à les faire sortir. Mais attention, c'est pas des cadeaux qu'elle envoie. Évidemment, c'est considéré comme criminel, donc ensuite on lui rallonge sa peine, donc on lui ouvre des nouveaux dossiers. Elle en a déjà 2 en cours qui n'ont pas été ouverts. Sa peine a été encore alourdie. Évidemment, oui, elle a envoyé le discours Nobel, et elle envoie plein de lettres en ce moment, donc oui, c'est considéré comme criminel. Et alors Kiana, comme vous pouvez plus du tout lui parler là depuis
depuis quelques mois. En fait, vous découvrez ces lettres en même temps que nous tous, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, je trouve que c'est pas très normal, même voire pas du tout, pour avoir des nouvelles de sa mère, taper son nom sur Google, c'est ce que je fais, pour voir les nouveautés, les nouveaux articles. C'est comme ça que j'ai des nouvelles d'elle. Donc, Et donc, personne de la famille n'a pu... En fait, qu'est-ce qu'elle a su du Nobel, en fait? Qu'est-ce qu'elle a su de la cérémonie de remise de prix au mois de décembre? Je sais qu'il y a beaucoup de bruit à Evin, donc il y a des co-détenus qui se passent les messages, etc. On ne sait pas comment ils les savent, mais il y en a qui ont toujours le droit au téléphone, donc je pense que c'est comme ça qu'ils l'ont appris. Mais je pense que c'est par les bruits, et surtout ma mère l'a appris parce que le gouvernement iranien était en train de cracher sur le Nobel et sur elle, donc c'est comme ça qu'elle l'a appris. Ça leur a pas plu du tout, et elle a entamé une grève de la faim juste après l'annonce. Comment ça s'est passé pour vous? Vous étiez habillés en noir, vous êtes montés tous les deux sur la scène. Vous aviez laissé une chaise vide qui représentait l'absence de votre maman. Vous avez lu son discours, gros trac? Ouais, ça va. Ça va, gros trac. Personnellement, au début, c'était le cas, mais je me suis retourné, j'ai vu le visage de ma mère et je me suis dit, ça va aller. Parce qu'il y avait un grand portrait d'elle, c'est ça? Ouais. Ça va aller. Franchement, ça va aller. Ouais, elle aurait été vraiment, à mon avis, très très fière, on l'espère, de vous. Alors, il faut savoir que Ali et Kiana, vous avez une vie très particulière. Vos deux parents font figure d'ennemis publics numéro 1 en Iran. C'est pas commun dans l'histoire d'un enfant. Votre père, Taghi Rahmani, militant des droits humains, lui, il est arrivé en France un peu avant vous. Il est arrivé en France en 2012. Il avait déjà fait 15 ans de prison, c'est ça, Ali? 14 ans. 14 ans. 14 ans. Et même RSF lui avait décerné le prix du journaliste le plus emprisonné, ce qui arrive quand même rarement. Vous avez un petit peu vécu avec vos deux parents en même temps? Seulement 4 ans. Seulement 4 ans? Mais c'était de notre première année jusqu'à notre 4e. C'est ça. Et ensuite, il y en a toujours un qui était... Et parfois, aucun qui était là. Mais on a plus vécu avec papa que maman. Maintenant, ouais. Maintenant, ouais, c'est ça. Donc vous êtes arrivé en France en 2015. Exactement. Vous parliez un petit peu de français? Pas du tout. Pas un seul mot. En fait, on savait pas qu'on allait s'installer. On nous l'a appris après un mois de visite. On était censé visiter. On allait servir de moyen de pression sur ma mère et du coup, c'était vraiment mieux qu'on vienne s'installer en France. Exactement. C'est ça. Parce que c'est quelque chose dont elle parle, Narges Mohammadi, dans le début du témoignage, dans Torture Blanche. C'est-à-dire qu'il y a eu les mises à l'isolement avant votre naissance, et puis il y a eu les mises à l'isolement après votre naissance. Et là, on sent le poids de la maternité, parce que c'est dur d'être séparé de ses enfants. Donc, en fait, malgré vous, vous faites partie de cette histoire. Et vous savez, ma mère, c'est quelqu'un de très très forte. Et aujourd'hui, les femmes iraniennes, les militants et les militantes iraniennes sont déterminés. Ils ne sont pas guidés par la haine et le désespoir, mais pas par cela. Par quelque chose d'encore plus grand, l'espoir et la liberté. La liberté, exactement. Du coup, cela donne encore plus de force. Malheureusement, aujourd'hui, pour la liberté, on doit faire des sacrifices. Ces sacrifices-là ne sont pas normaux. Je tiens à le préciser, c'est pas du tout normal de ne pas voir ses enfants, que les enfants ne puissent pas parler à leur mère. Mais aujourd'hui, en Iran, c'est une réalité. Certaines personnes très courageuses sont prêtes à faire ces sacrifices-là. Ma mère en fait partie et elle n'est pas la seule. Il faut très très bien la souligner. Ça veut dire qu'elle vous a sacrifié pour la non. cause, pour son on combat. peut pas utiliser ce mot sacrifier, mais elle a sacrifié sa famille. Elle s'est donnée elle pour la cause. Sauf que c'est bon de le rappeler quand même que ma mère, si aujourd'hui elle se bat en Iran, c'est aussi pour ma sœur et moi, pour que dans notre pays, on ait autant de droits que ma sœur ait autant de droits que moi. Ça aussi, faut le signaler. Vous pensez que vous y retournerez? On espère, évidemment. Bon, pas en ce moment, parce que je pense que dès qu'on mettra les pieds à arrestation, vu ce qu'on a fait, mais voilà. Il faut parler aussi, parce que ça fait partie de l'arsenal pour l'affaire Terre, du fait qu'on lui refuse des soins médicaux. Oui. Donc il faut vous expliquer qu'elle a des gros soucis de santé. Elle a des problèmes de cœur, donc sa santé est assez, sa santé est assez fragile. Et justement, on refusait de l'emmener à l'hôpital parce qu'elle refusait de porter son voile obligatoire. Et évidemment, 3 fois d'affilée, on a refusé. Et elle a continué à refuser de porter le voile, mais finalement, victoire. Et bon, sa santé n'était pas au top, mais elle a réussi à être emmenée sans son voile obligatoire. Elle a ses médicaments? Ça? Non, a priori. C'est toujours assez compliqué. Ouais, c'est ça. Et ça, il y a une expression qui dit, le gouvernement iranien, quand ils n'ont pas envie de se salir les mains, ils donnent pas les médicaments, justement, aux prisonniers. Pour tuer en silence, quoi. C'est ça. Ça rappelle un peu Navalny en Russie, évidemment. C'est ça qui vient de se produire. Alors, le texte de Narges Mohammadi paraît chez Albin Michel. Ça s'appelle Torture Blanche. Kiana et Ali, je vous remercie d'être venus tous les deux ce matin au micro de France Inter. Vous manquez un petit peu le lycée ce matin? Oui. C'est pas si grave. Moi,
j'aime savez, bien. notre lycée est très très compréhensif. Nos professeurs sont très très gentils. Oui. Et la direction est quand même très Sympa, très compréhensive. Et c'est normal. Et bonne journée à tous les deux. Merci, c'est beaucoup. gentil. Et merci Sonia De Villers.